Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on s'interrogeait vraiment sur la place que l'art et la créativité peuvent tenir dans la vie de nos enfants, mais aussi dans notre quotidien de parents? Et si on se demandait comment, par le biais de l'engagement associatif, on pouvait rendre la culture et l'inclusion accessibles à tous et toutes? Dans cet épisode, nous allons explorer ces questionnements essentiels avec une invitée, Ruth Pierre, maman solo de 2 enfants, dont un petit garçon autiste. Ruth est bien plus qu'une maman engagée, elle est entrepreneure, militante et aujourd'hui membre du conseil d'administration de l'association Montmartre, un réseau qui propose aux enfants un accueil après l'école foncièrement tourné vers l'éveil artistique, le vivre ensemble et l'inclusion. Ce qui rend l'histoire de Ruth particulièrement précieuse, c'est son parcours personnel, empreint de résilience et d'un engagement inébranlable. Immergée d'abord dans les défis du quotidien et de la parentalité d'un enfant à besoins spécifiques, elle a su créer du lien, s'investir là où l'éducation classique plafonnait et contribuer activement à un projet collectif qui fait rimer accueil, bienveillance et créativité. À travers ses yeux de maman, Montmartre devient un paradis pour petits et grands. On y découvre le rôle des artistes professionnels auprès des enfants, l'importance d'un accueil souple, adapté, et surtout cette magie qui opère lorsqu'un enfant révèle des talents et une confiance insoupçonnée grâce au pouvoir de l'expression artistique. Avec Ruth, nous avons parlé d'inclusion, de l'effet transformateur des ateliers d'art, de la construction du lien social dans le quartier, mais aussi de la solidarité concrète entre familles. Ensemble, nous avons abordé des sujets tels que l'accompagnement des enfants à besoins spécifiques, l'équilibre entre contraintes financières et accès universel à la culture, ou encore la place des parents dans cette aventure collective. L'épisode répond à des questions comme comment l'art peut-il permettre à chaque enfant de s'épanouir au-delà des normes scolaires, quels sont les freins à l'accès à la culture et comment les associations les surmontent-elles, ou encore comment généraliser ces initiatives et recréer du lien social. Cet échange est une plongée vécue dans une parentalité engagée, solidaire et créative, riche d'outils concrets, de conseils, mais aussi de partages authentiques et inspirants. Reste avec nous, tu ne regarderas plus tes mercredis après-midi ni l'engagement associatif de la même façon. Je te promets un épisode aussi éclairant que réconfortant à savourer sans modération. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible. Comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone, le lien est en description. Ah, et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. On y va tout de suite avec ma première question. Ruth, est-ce que d'abord tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ton parcours, et je te souhaite une bonne écoute. En tout cas, ravie, Cédric, de m'accueillir sur ton podcast que je découvre avec joie. Du coup, qui suis-je? Ruth Pierre, une maman solo, entrepreneur et surtout une citoyenne engagée. Et donc, tu fais partie de l'association Montmartre. Voilà, et je fais partie de l'association Montmartre, initialement comme parent, parce que mes enfants fréquentent Montmartre. Et puis, j'ai eu envie de m'engager un peu plus auprès d'eux. Et donc, aujourd'hui, je suis au conseil d'administration de Montmartre sur le collège des parents. Alors, avant d'entrer dans l'association, quel était ton lien avec l'éducation, la culture ou l'accompagnement des enfants? Alors, je suis une maman assez engagée parce que j'ai 2 enfants, dont un petit garçon de 9 ans qui est autiste. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de péripéties où moi, il a fallu trouver ma place de maman, parent aidant dans tout ça. Et du coup, il a fallu, par la force des choses, que je m'engage. Donc, je suis engagée dans différentes associations de parents, notamment le 20e aux enfants, où je suis référente inclusion pour les enfants et les parents à besoins spécifiques. Et ça, c'était avant Montmartre? C'était avant Montmartre. Ok. Et du coup, comment est-ce que toi, tu as découvert Montmartre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y investir? Alors,
J'ai découvert Montmartre par le réseau des parents, justement, parce D'accord. que je cherchais une solution pour le mercredi pour mes enfants. Et puis une maman m'a dit, bah écoute, il y a Montpelleport, regarde, ça peut être sympa. Et donc je vais, de nature assez curieuse, donc je vais voir ce que c'est, parce que je connaissais absolument pas. Pourtant, je passe devant tous les jours. Et c'est vrai que j'ai reçu un accueil tellement chaleureux, et ça paraissait super intéressant pour les enfants, ce côté animation artistique et découverte. Du coup, j'ai inscrit mes enfants une première année, et l'année d'après, du coup, je me suis engagée un petit peu plus avec les élections de parents délégués, puis après, en tant que maman représentante des parents du réseau Montmartre. Ok, dis donc, qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtais pas avant, du coup? Après, c'est des petites maisons, alors c'est des petites maisons, c'est des petits locaux qui, alors on n'a pas forcément l'œil, parce qu'on est pris dans le quotidien, en fait, et il n'y a pas d'extérieur. Donc du coup, je passais, et puis mais je suis ravie cette fois-ci de m'être arrêtée. Bon, on parle de Montmartre. Si tu devais nous expliquer ce qu'est cette association avec tes mots, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Avec mes mots de maman, Montmartre, c'est le paradis pour les D'accord. parents. C'est un lieu d'accueil après l'école et les mercredis, et une semaine pendant les vacances scolaires, où les enfants font des découvertes artistiques, des ateliers avec des vrais artistes, des peintres, des chanteurs. Et puis tout ça, c'est présenté chaque fin de période dans des vernissages où nous, parents, on est conviés. Donc c'est assez super. Si on suit une journée classique dans un lieu Montmartre, qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qui distingue cet accueil d'une garderie ou d'un centre de loisirs classique? Alors Montmartre, c'est d'abord le fait qu'ils aillent chercher les enfants à l'école. Donc ça, c'est royal, puisque 2 fois par semaine, ils récupèrent les enfants Ah ouais, directement à l'école. comment, Ce avec un qui bus fait ou... alors ça s'appelle le pédibus, justement. D'accord, Donc ah ils oui. y vont à pied. Chaque animateur ils se répartissent les écoles aux alentours. Et puis donc ils récupèrent les enfants pour nous. Donc moi, mon école, c'est le lundi et le jeudi, pardon. Et du coup, les enfants sont d'emblée, dès la sortie de l'école, immergés dans l'univers Montmartre, puisqu'il y a cet accompagnement sur le chemin avec les animateurs. Quand ils arrivent, ils prennent le goûter, les ateliers. Il y a un temps aussi pour les devoirs, donc ça aussi c'est chouette. Et puis un temps un peu libre jusqu'à ce qu'on aille les chercher. Et surtout les horaires, puisque Montmartre, c'est un accueil en semaine jusqu'à 19h30 et le mercredi jusqu'à 19h. Ok. Donc, ce qui est vraiment fantastique quand on est parent, qu'on travaille avec tous les aléas. Donc, il y a ce côté, puis il n'y a pas cette rigidité qu'on va retrouver dans les autres accueils, notamment les centres de loisirs, par exemple, ou l'étude, où là, c'est vraiment 6h, 6h10 maximum, faut être là. Là, on a déjà jusqu'à 19h ou 19h30, ce qui est déjà énorme, 1 heure. Et puis, en cas de retard, par exemple, on prévient l'équipe qui, alors nous, des fois en panique, oh là là, je suis très en retard, j'arrive. Et puis, ce retour, non mais keep cool, relax, on attend, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment un petit cocon familial que les enfants apprécient beaucoup. En tout cas, les miens sont hyper heureux. On y entre, mais on n'a plus envie de partir après de Montmartre. Mais du coup, c'est très en proximité alors? Oui, alors c'est des antennes réparties un petit peu partout, non. Il y en a surtout à Paris et une à Nantes, et c'est par quartier, en fait. Là, par exemple, dans le 20e où je suis, alors on est le seul arrondissement où il y a 2 antennes, une à Pelleport que mes enfants fréquentent, et puis une autre à rue Louis-Gagne, donc un peu plus bas dans le 20e. Donc, ce qui permet de desservir toutes les écoles à proximité. Donc, ils vont récupérer les enfants. Les parents ont connaissance aussi. Donc, on fait un peu de com auprès des écoles, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, ça aussi, c'est chouette. Et donc, les enfants bénéficient d'un accueil à part entière et surtout pour les enfants à besoins spécifiques, puisque ça aussi, ça a été une de mes craintes, de pouvoir laisser mon petit garçon autiste qui a eu un accueil à part entière pour lui. Aujourd'hui, Montmartre, c'est 2 personnels dédiés à l'inclusion, donc qui font le tour des antennes et qui permettent aussi de mettre en place des choses adaptées pour ces enfants à besoins spécifiques. Pourquoi est-ce que, selon toi, l'art, c'est un levier éducatif puissant? Est-ce que tu as vu, toi, des transformations marquantes chez des enfants ou chez ton enfant grâce à ces ateliers? Carrément. Enfin, l'art, c'est vraiment la porte ouverte à l'imagination, à des rencontres improbables aussi, que ça soit la création. Bon, j'ai mon petit garçon de 6 ans qui est gaucher, et c'est vrai que depuis qu'il fréquente Montmartre,
Du coup, sa psychomotricité fine s'est vachement améliorée, mais aussi sa créativité. Moi, j'ai découvert un petit garçon qui est aujourd'hui capable de me faire des trucs avec un bout de carton ramassé, et c'est fantastique, parce que je pense que dans d'autres lieux, on n'aurait pas eu cette appréciation fine de la fibre artistique chez les enfants. Pareil, mon petit garçon autiste, il adore chanter, il adore la musique, et c'est vrai que pareil, ils font des ateliers, des fois ils font venir des chanteurs, des slammers, et j'ai ce petit garçon-là qui adore les ateliers. C'était un vendredi, il y a eu un vernissage sur la première semaine de stage d'hiver, et ils ont fait alors je sais plus le nom de l'artiste, mais alors elle leur a fait rédiger une phrase à partir de bribes de mots, et ils ont été capables de sortir des trucs. Je suis restée bluffée. Mon petit garçon de 6 ans, Logan, qui a rédigé une phrase. Alors moi, je pensais que c'était un truc tout dit. Je me suis dit, bon, quand même, où il disait un truc comme le professeur fou efface tout et le fou efface le professeur. Ce qui est énorme pour un enfant de 6 ans, juste à partir d'un texte de Prévert où on leur a demandé de récupérer 2-3 mots. Donc c'est ça, cette magie qu'on retrouve à Montmartre, et qui permet vraiment de développer beaucoup le côté artistique et de découvrir des passions chez des enfants. Et donc via l'art, toi, tu as le sentiment que ton enfant, donc, qui est autiste, a pu libérer des compétences ou des appétences qu'il n'arrivait pas à libérer avant? Complètement. Notamment la parole, en fait. C'est un enfant aujourd'hui qui est complètement verbal. Et c'est vrai que à travers ses dessins, ses ateliers de musique ou même de rap, des fois, qu'ils font, on retrouve un petit garçon qui va être beaucoup plus volubile. Avant, c'était pas le cas, alors. Avant, c'était pas le cas. C'est un enfant, alors qui était relativement... il parlait pas. Mon fils, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il parle, pourtant il a 9 ans. Donc j'ai pu voir vraiment cette transformation au fur et à mesure. Alors, c'est pas que Montmartre, bien sûr, mais c'est vrai que ça a beaucoup joué. Il prend plaisir à y aller, parce que pareil, les séparations très compliquées. Quand il y va, bon, moi j'ai un petit pincement au cœur quand même, parce qu'il part même pas revoir maman. Mais quelque part, je me dis, bon, j'ai tout gagné en fait, puisque il est suffisamment bien avec ces adultes-là et dans cet environnement qu'il sécurise pour s'affranchir de cette angoisse qu'on peut retrouver dans d'autres lieux, en fait. Est-ce qu'il y a un enfant, mis à part le tien, ou une histoire qui t'a particulièrement marqué, qui illustre bien l'impact de cette association? C'est une petite fille qui, jusqu'à ce qu'on lui parle de Montmartre, allait dans des centres de loisirs les mercredis et puis les vacances, et qui a commencé Montmartre. Mais parce que Montmartre aussi, c'est un financement selon le coefficient de CAF des parents. Donc, en fonction des revenus, on va payer plus ou moins. Et c'est vrai que là, pour la maman, ça représentait une charge financière importante. Et la petite, en fait, la maman a expliqué que voilà, c'était un peu beaucoup, etc. Et donc, a essayé de retourner dans les centres de loisirs classiques. Et là, la petite a juste dit à sa maman, enfin ça, j'étais bluffée, elle dit à sa maman, écoute, mais non, je vais pas là. Tu m'emmènes pas là, j'y vais pas. Et donc elle est partie. Elle a repris le chemin pour remonter à l'antenne, parce que voilà. Enfin, pourtant c'est une enfant qui est assez timide en général, qui est pas forcément extravertie. Et c'est vrai que depuis 1 an maintenant, 1 an qu'elle fréquente l'antenne, on trouve une petite enfant vachement extravertie, qui s'affirme et qui sait aussi poser quelques limites dans ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Donc c'est une chouette, c'est une belle marque en fait de l'apport que Montmartre a, à la fois pour les enfants, mais aussi pour cette maman qui a des horaires, qui est cadre dans sa vie professionnelle, et ça lui permet d'arriver tranquillement à 19h ou 19h30 pour récupérer sa fille. Au demeurant, ça peut paraître tard, 19h30, je vais le préciser quand même, mais en fait ils sont pas fatigués, ils veulent pas partir quand on arrive. Et du coup, on les couche quand Voilà. Et ça moi, ma fille, elle aurait faim, 19h30. C'est dingue, parce que moi, au début, je pensais que c'était les miens. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, comment je fais? Et en fait, à regarder, en fait, non, ils veulent pas partir. Donc, à chaque fois qu'on arrive, il y a une banquette dans notre antenne. Donc, du coup, on sait qu'on va passer 15-20 minutes sur la banquette,
parce que ils ont commencé, je sais pas, ils sont en train de faire des bracelets, ils sont en train de faire un dessin, ou ils sont en train de faire une activité avec des billes qui repassent, ils mettent un coup de fer à repasser dessus, ce qui fait un dessin. Et puis là, donc, quand c'est parti, c'est cuit, quoi. Tu parlais de l'aspect financier, je pense que c'est important de l'évoquer aussi. C'est combien concrètement? Parce que c'est vrai moi quand tu m'as décrit le truc, je me suis dit, tu vois, si je compare avec une nounou, je me dis ok, on est sur des horaires dits atypiques. Je sais que chez les nounous, du coup, ça coûte très cher. On se dit combien pour Montmartre? Ça va dépendre de la situation financière des parents. Bien sûr. Il y a des parents qui vont payer 2 € à peu près. Je ne vais pas rentrer dans les tarifications horaires. Moi, par exemple, par rapport à mes revenus, je vais payer à peu près 81 € par trimestre. Par trimestre. Ouais. Et tu as des revenus là. Moi, j'ai des revenus très faibles puisque du coup, je peux pas bosser tout le temps à cause de mon fils. Enfin, parce que j'accompagne mon fils. Bien sûr. Et a fortiori, à contrario, on a des parents qui vont avoir un revenu autour de 4 000 €, etc., qui vont être sur du 20 € grosso modo la journée. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes... 80 € par trimestre. Ouais. Jusqu'à 20 € la journée. C'est ça. Et donc, toi, par trimestre, ton enfant, il y est combien de fois? Ils y vont 3 fois par semaine et j'en ai 2 pour 81 €. Ah ouais. Donc, du coup, c'est royal. Avec le mercredi complet? Avec le mercredi complet. Ah ouais. Oui, c'est bien. Donc, il y a une grosse prise en charge quand même. Ah oui. Il y a un gros financement CAF alors. Alors, ils ont des financements, il y a la CAF, il me semble qu'il y a d'autres acteurs, la ville de Paris, qui les soutiennent. Donc, ce qui permet aussi, puis c'est dans l'ADN de Montmartre, de pouvoir permettre à toutes les familles de bénéficier d'une éducation artistique. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la matrice Montmartre. Tous les enfants doivent pouvoir avoir accès à l'éducation artistique. Non, mais oui. Clairement, c'est vraiment bien. Après, c'est vrai que bien sûr, quand on se dit... c'est vrai que les coefficients familiaux, je sais plus, ils s'arrêtent à combien? Ils s'arrêtent à 1300, je crois, le plus haut coef. Je sais pas. De la CAF. Je te dis ça parce que nous, tu vois, par exemple, on est... alors nous, elle est au centre de loisirs. Ma grande est au centre de loisirs. Et c'est vrai que nous, on est juste au-dessus, en fait, du palier du plus haut palier de la CAF. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il y a des gens qui pourraient dire oui, mais c'est pas juste tata. Bah oui et non. Enfin, moi, je trouve que non, parce que c'est important que chaque personne puisse... contribuer avec ses revenus et que chaque personne puisse avoir accès. C'est comme les services publics. Voilà. On dit tout le monde y contribue selon ses moyens et les utilise selon ses besoins. Et c'est important, je pense, qu'il y ait des paramètres associatifs comme ça. Je crois que chez nous, tu vois, quand tu es au plus bas de l'échelle de COEF-CAF, là, la journée au centre de loisirs, c'est 4 €, quoi. Voilà. C'est très peu, quoi. Et c'est très bien. C'est très bien, parce que du coup, moi, je lutte beaucoup pour les écoles publiques. Ouais. Alors, bien que mes enfants sont en école privée, parce que j'avais besoin d'une Ulysse, etc. C'est là qu'on s'est retrouvés. Mais je milite beaucoup pour l'école publique parce que ça permet à tout un chacun de bénéficier d'une instruction de qualité. On a des enseignants qui sont vraiment investis. Quand on les trouve, malgré tout ce qu'on peut entendre sur l'école publique, etc. Moi, je sais que mon petit garçon, j'en reviens à mon histoire avec l'école. Quand on a appris son autisme, on m'a tout de suite dit, laisse tomber, le mets pas à l'école, c'est mort, c'est un échec. Donc, on s'est retrouvés dans des circuits Montessori hors contrat, une catastrophe monumentale, ces choses-là. Et puis, du coup, j'ai repris mon fils sous le bras, je l'ai mis à l'école publique. Et c'est vrai que là, j'ai rencontré à la fois une brochette d'adultes concernés, investis, et la place de l'inclusion était sine qua non, en fait, dans cet établissement-là, comme dans beaucoup, en fait. Moi, je plaide pour l'inclusion et pour maintenir les écoles publiques, et ça permet aussi aux enfants de faire des rencontres. Moi, j'ai fait des rencontres de parents, contrairement à ce qu'on peut penser, l'école de la République, c'est pas que des familles sans revenus ou avec des revenus très bas. On rencontre à la fois, moi, j'ai des copains avocats, des copains artistes, etc. On s'est rencontrés à l'école publique, en fait. Donc voilà, c'est hyper important. Et Montmartre vient dans la continuité de l'école publique. Et c'est pour ça que voilà, je me suis engagée par la suite parce que il mérite. Vraiment, c'est un réseau qui mérite tout le soutien et tout ce qu'on peut leur rendre, en fait, à minima, parce qu'ils nous donnent tellement en tant que parents. C'est vraiment le paradis, comme je disais tout à l'heure. Comment est-ce que réagissent les parents en découvrant ce mode d'accompagnement artistique, etc. Est-ce que tu as, en échangeant avec les parents, certains ou certaines ont changé de regard sur l'éducation grâce à ça, grâce à Montmartre?
Complètement. Il y a certains parents qui, en découvrant au moment des vernissages les œuvres des enfants, tout le travail qui a été accompli et puis les petites vidéos qu'on peut avoir où on voit les enfants mais kiffer à mort leur journée. Des parents qui se disaient non mais l'art c'est pas pour nous, on est à des années-lumière de ça, qui emmènent leurs enfants dans des musées, dans des expos et ça vraiment c'est le tour est joué en fait quand on arrive à ça. Ah oui, c'est fort. Donc ça ouvre sur la culture. Est-ce qu'il y a un lien entre Montmartre et les espaces culturels à proximité? Tu vois, je me dis par exemple, notamment par rapport au budget, parce que avec les enfants jeunes, normalement, les musées sont plutôt ouverts, mais ça peut être un budget aussi, tu vois, quand on avait son enfant à la culture, notamment à l'art, ça peut être ensuite un budget de l'alimenter en dehors de l'asso, quoi. Alors après, ça, j'ai pas trop de retour là-dessus. Ça, je pourrais pas vraiment répondre de manière très claire, mais je sais que au niveau du 20e arrondissement, la mairie est aussi très engagée en soutenant notamment la MJC, des choses comme ça, qui permettent d'avoir une continuité quand l'enfant, je sais pas moi, il découvre le dessin. À Montmartre, on va retrouver dans certains lieux socioculturels du quartier des cours de dessin avec une prise en charge possible par l'espace parisien, maintenant ça s'appelle, qui va permettre aussi aux parents de continuer cette alimentation à l'éveil à la culture, au dessin ou à ce que l'enfant ait des cours de musique, par exemple, où là ça va pouvoir être pris en charge en partie, en tout cas aider ces parents qui n'ont pas forcément les moyens. Super. Tu sais, on est dans un contexte où l'accès à la culture reste inégalitaire. On a le sujet du pass culture là actuellement, etc. Au moment où on enregistre. Quel rôle joue Montmartre là-dedans? Est-ce qu'il y a un combat à mener pour que ce type d'initiative se généralise? Je pense qu'aujourd'hui, Montmartre, on n'en entend pas assez parler parce que beaucoup de parents, pour pas dire trop. C'est très parisien. Du coup. Alors c'est très parisien. Okay. Donc ils ont dû malheureusement, faute de moyens, arrêter l'ouverture de nouvelles antennes, ce qui est vraiment très très dommage en fait, puisque il y a des enfants, je sais pas moi, en Seine-Saint-Denis, qui peuvent pas découvrir ces lieux magiques et ce personnel aussi, puisque d'une antenne à l'autre, ils ont tous cette même ADN là. Et donc je pense qu'en tant que parent, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de continuer à m'engager, il y a ce combat à mener pour faire connaître les initiatives comme le réseau Montmartre, faire en sorte aussi que ça bouge au niveau des politiques, pour qu'il y ait des soutiens plus importants pour ce type d'initiative et que des réseaux comme Montmartre puissent continuer leur expansion, l'ouverture de nouvelles antennes, sans que ça soit très vite asphyxiant financièrement pour eux, en fait, puisque c'est d'utilité publique aujourd'hui Montmartre. Comment on peut faire, nous, pour aider ça? Je pense qu'il faut... le podcast est très bien. Enfin, faut vraiment le diffuser au maximum. Sensibiliser aussi les politiques de la ville, Paris, mais aussi d'ailleurs, là on est dans ces questions de Grand Paris, la place aussi des banlieues et compagnie, et voir comment on peut arriver à faire en sorte qu'il y ait une réponse financière pour le soutien d'une telle initiative. L'aide au développement là, de Montmartre, selon toi, c'est avant tout une question financière là? Alors, pour l'ouverture des antennes, oui, c'est une question, c'est financier, parce qu'il y a eu, je sais que moi, quand je suis arrivée dans l'antenne, ils étaient en pleine restructuration à l'époque, parce que il y avait des questions de coûts, de personnel, etc. Puisque dans une antenne, alors il y a quand même une bonne dizaine d'adultes malgré tout, à peu près entre 5 et 10 adultes selon les antennes. Donc du coup, ça représente un coût, faut pouvoir les payer. Les artistes aussi qu'on fait venir et compagnie. Donc il y a cet aspect financier qui n'est pas négligeable et qui a fait que à un moment donné, alors c'était avant que j'arrive moi dans l'asso, ils ont dû statuer sur l'arrêt de l'ouverture de nouvelles antennes, et voire même ils pensaient même à fermer certaines antennes existantes. Ah ouais, carrément. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va mieux. Je pense qu'il y a quand même du côté de l'État, des municipalités, des choses qui peuvent encore être faites pour soutenir en fait l'initiative de Montmartre. Ce qui m'intéresse aussi dans cette question, c'est qu'on s'aperçoit, alors ça va être très politique ce que je veux dire, mais on s'aperçoit que quand on parle du vote du budget à l'Assemblée nationale et tout, le budget des associations, alors que ce soit Montmartre ou d'autres, je pense aussi au sport, c'est essentiel d'arrêter de réduire ces lignes encore et encore. Complètement. Parce qu'on voit bien que ça déconnecte aussi des gens, que ça casse du lien, au-delà de l'aspect éducatif et découverte. Ça casse aussi du lien parce que je suppose quand même que
Tu vois, tu parlais des découvertes entre parents, enfin des gens que tu as pu découvrir dans l'école publique, mais j'imagine aussi qu'avec Montmartre, il y a du lien qui se crée dans des familles qui se verraient jamais sinon. Complètement, complètement. Et c'est fondamental que des parents ou même des simples citoyens continuent à mener la lutte en fait quand il s'agit de faire savoir que c'est des budgets qui sont sine qua non au bien-être de notre société. Puisque on a des familles qui se retrouveraient complètement hors circuit, des enfants qui seraient déconnectés quand en classe ils vont étudier, je sais qu'en 6e ils vont étudier Andy Warhol par exemple. Un gamin qui a été à Montmartre depuis 4 ans, depuis ses 4 ans connaît ses courants artistiques et qui va pouvoir en parler avec fierté, avec connaissance. Et puis c'est peut-être un gamin qui a peut-être des difficultés en français, en maths, mais qui va se sentir à l'aise sur un sujet tel que l'art en fait. Donc et ça c'est important de pouvoir poser les mots là-dessus pour que les politiques puissent entendre et comprendre l'intérêt. Et c'est pas simplement dire des lignes budgétaires, que ça soit 1 million, etc. pour des assos. C'est surtout l'impact des assos dans la vie du quotidien de ces familles modestes et parfois une famille issue de l'immigration qui n'a pas forcément cette fibre d'aller le dimanche. Tout le monde ne sait pas que le premier dimanche du mois, les musées, etc., tout est gratuit. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est des choses que les enfants vont pouvoir dire, répéter aux parents, amener les parents, faire découvrir aussi aux parents. Donc non, c'est vraiment très, très important de poser ces mots à destination aussi des politiques, puisque ça joue là, en fait. Ça se joue à l'Assemblée nationale, ça se joue au Conseil de Paris, ça se joue dans les conseils municipaux. Et c'est là où il faut pouvoir ramener ces débats-là avec des témoignages tels que moi, ce que je peux redire, en fait, de ce que j'ai découvert, de ce que j'ai vu, de ce que je vois en développement chez mes enfants, de partager à des gens qui n'ont pas forcément fréquenté le réseau Montmartre, par exemple. Bien sûr. Souvent, on parle d'éducation des enfants. Tu as un peu répondu à cette question en parlant des enfants qui peuvent faire découvrir les musées, mais on parle aussi des adultes qui gravitent autour. Comment est-ce qu'on peut, en tant que parent ou éducateur, s'inspirer de ce que vous faites? Comment est-ce que le fait d'intégrer Montmartre, qu'est-ce que tu as observé, ça a pu aussi modifier chez les parents? On a découvert alors à l'antenne de Bondy qui fait des cafés des parents où là ça va être une thématique je sais pas, les écrans par exemple. Et donc il y a toute cette transmission où c'est toujours un professionnel et c'est ça qui est intéressant avec Montmartre, c'est qu'on est toujours confronté, que ça soit l'adulte ou l'enfant, à un professionnel de telle thématique. Et donc là sur la question des écrans, le professionnel qui était venu dans ce que les parents redisent, a pu éduquer quelque part, parce que la question c'est comment réduire le temps d'écran chez les enfants. Et donc ce qui est revenu, c'est qu'en fait les parents eux-mêmes ont été confrontés à leurs usages de l'écran. Donc avant de dire aux enfants, écoute, tu passes beaucoup de temps, comment on fait, etc., ça a été aussi cette sensibilisation et cette prise de conscience chez des parents qui, on se rend même pas compte aujourd'hui, l'écran, on l'a H24 le matin, le soir. Et donc ça a été aussi cette éducation à l'usage des écrans pour les parents, malgré tout. Et là, avec Montmartre, on essaye de pouvoir sortir des petits tips. Alors, c'est que en réflexion au niveau de la question des parents dont je m'occupe avec Virginie. Une des mamans demandait comment on pouvait avoir des tips de ce que eux font pour occuper un enfant. Parce que c'est vrai que là, le mercredi, par exemple, moi, je suis admirative. Ils ouvrent à 8h30, 8h30 à peu près, jusqu'à 19h, ce qui est énorme en termes de temps. En termes d'amplitude, oui, c'est beaucoup. Et donc, c'est comment ils arrivent à occuper les enfants sur des temps morts, hors atelier, etc. Et donc, c'est repartager tout ça avec les parents, que ce soit à travers un dessin, que ce soit à travers des temps parents-enfants aussi. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir ces petits feedbacks-là des équipes Montmartre. Et j'espère qu'on va pouvoir aller au bout de ce projet-là, qui est de refiler des petits tips comme ça aux parents. Un tips, moi, que je donne, c'est rappelez-vous aussi que parfois, il n'y a pas besoin d'occuper les enfants, de chercher à occuper les enfants. C'est vrai. Les enfants peuvent très bien s'occuper entre eux, surtout sans supervision adulte, et que c'est important aussi qu'il y ait ces temps-là, je pense. Oui. De liberté entre enfants. Après, ça, c'est une philosophie que j'ai adoptée
avec le temps, parce que là, moi, je me dis que je suis un guide, hein, je suis pas. Alors oui, on est parents parce que c'est nos enfants, mais c'est vrai que dans la relation que je vais alimenter avec mes enfants, je me vois plutôt comme un guide. Donc, je donne un cadre de sécurité suffisamment. Voilà, on sait que là, ils vont pas se casser la jambe, il n'y a pas de danger particulier. Et puis laisser les enfants vaquer à leurs occupations, créer des jeux aussi, et c'est ça qui est intéressant. Et on retrouve ça chez Montmartre, où les enfants ont un espace, alors sur 1 ou 2 étages selon l'antenne, et les enfants sont, c'est pas comme du Montessori. Ils peuvent vaquer à leurs occupations. Le Montessori, c'est très cadré. Hein. Montessori, il y a des îlots, il y a des trucs. Ouais. Là, on n'est pas sur, il n'y a pas des îlots créés fixes, Montessori, etc. C'est quand même quelque chose qui reste où la présence de l'adulte est très présente, ne serait-ce que dans la consigne de l'activité. Donc non, vraiment, je renvoie à mon épisode avec Peter Gray sur le sujet, le 136. Parfois, même souvent, les enfants ont besoin qu'on les laisse tranquilles. Voilà, qu'on les laisse tranquilles entre eux, voilà, qu'ils fassent leurs activités, leurs créations, parfois même leurs conflits, qu'ils les gèrent. Et je pense que c'est important de s'en rappeler. Bon, ça n'a rien à voir avec Montmartre, mais je pense que c'est important de s'en rappeler. Mais en fait, ça n'a rien à voir et en même temps si, parce que quand on laisse la liberté à l'enfant dans sa créativité, dans sa création artistique, il peut aussi prendre goût à une certaine autonomie, une certaine confiance en soi, une certaine estime de soi. Et c'est bien s'il y a une continuité sur d'autres aspects de la vie, je pense, sur ces sujets-là, quoi. C'est ce qu'apporte Montmartre quelque part, hein, parce que les enfants, on explique l'activité, voilà, enfin on leur met à disposition que ce soit des feutres, du matériel tactile, etc. Et puis les enfants créent. Et c'est ça qui est génial. Comme là, je te disais, j'ai pas tous les tenants de cette activité, mais on a juste demandé aux enfants de récupérer 2-3 mots dans un texte, alors des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et ils ont créé eux-mêmes, alors de petites phrases. Celle de mon fils m'a beaucoup marquée parce que pour moi, c'était pas de lui. Et c'est là aussi où nous, parents, on a ces choses à apprendre aussi, que non, nos enfants sont capables. Bien sûr. Et ça, c'est déjà un grand pas, parce qu'on les laisse. Moi, j'ai ce petit garçon de 6 ans qui est d'une maturité extraordinaire. Si quelqu'un qui nous écoute veut agir, que ce soit pour son propre enfant ou en soutenant une structure comme la vôtre, par où commencer ? Pour son propre enfant, c'est aussi se rendre dans les centres culturels ou même dans les mairies d'arrondissement, puisqu'il y a pas mal de documentation. Pour son propre enfant et Montmartre, il y a le site internet Montmartre. Pour soutenir, sur le site de Montmartre, on peut faire un don. On peut aussi inscrire les enfants si on souhaite. Et puis après, c'est surtout s'engager, ne pas hésiter à s'engager dans les associations de quartier, participer simplement à leur conseil de quartier. Donc l'engagement commence par là, savoir dans moi citoyen, comment j'arrive à participer à la vie de la cité. Et la cité, ça commence par mon quartier, mon immeuble. Comment continuer à maintenir ce vivre ensemble, parce qu'aujourd'hui on vit dans des immeubles pour la plupart d'entre nous. Des fois on se rend compte qu'on connaît même pas nos voisins de palier. Donc c'est déjà commencer par créer du lien. Donc il y a mille et une façons de pouvoir soutenir tout ça, mais ça commence par ce lien à entretenir. Merci beaucoup Ruth pour tout ça. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.